Comme chaque semaine, je vous emmène découvrir les artisans qui font battre le cœur de l'Hexagone et les lieux qui font son prestige. Aujourd'hui, dans version française, hommage au célèbre peintre du 19e siècle, Gustave Moreau, dans tout ce musée. Visite confidentielle de l'appartement familial devenu atelier. C'est au restaurant Le Rigmarole que la chef pâtissière Jessica Yang officie. Découverte entre gastronomie et création artistique. Voyage dans le monde de Kubrick et du film 2001, l'Odyssée de l'espace. Jeremy Scott nous conduit sur les podiums de Moschino. Du réglage des tampons au lustrage, Philippe s'affaire dans son atelier. Ce luthier restaure et entretient un instrument au son subtil, la flûte traversière. Avant de rencontrer la chef pâtissière Jessica Yang, tout de suite, point de vue. Tissée vers 1500, la Dame à la licorne fait partie d'un ensemble de tapisseries représentant les sens humains. Si l'on en distingue facilement 5, lui, l'odorat, la vue, le goût et le toucher, alors que représente ce dernier ? On y voit une jeune femme qui prend ou dépose un collier dans une boîte et la mention « à mon seul désir ». C'est son geste qui interroge. L'abandonne-t-elle, renonçant ainsi au péché de convoitise ? Ou au contraire, se saisit-elle du bijou célébrant la jouissance terrestre ? Le mystère plane encore. C'est au Museum of Modern Art de New York que se trouve la collection Thomas Walter, regroupant près de 350 photographies représentant une véritable tranche de l'histoire de cette discipline. On y retrouve des figures emblématiques de l'avant-garde européenne des années 1920 et 1930, comme Bérénice Abbott, Manuel Alvarez Bravo ou encore Germaine Krull. Cet ouvrage recense plusieurs de ses œuvres ainsi que de nombreuses explications mettant en lumière ces clichés exceptionnels. Big Table, derrière ce nom théâtral se cache l'œuvre d'Alain Gilles, présentée par le fabricant Bonaldo au Salon du Mobilier de Milan en 2009. Son plateau donne l'impression d'être en parfait équilibre sur cet imposant piétement coloré, réalisé en feuilles de métal découpées au laser. Corail, orange, lilas, rose, poudré ou vert mousse. Si les couleurs varient, le fini métallique lui confère un aspect résolument moderne et dynamique. Ça donne envie de mettre le pied sous la table. Peinture, dessins préparatoires, matériel, tout l'œuvre du peintre Gustave Moreau s'expose à Paris dans tout ce musée. Ce qui est très très précieux, très riche, très rare ici, c'est que l'artiste est le muséographe du musée. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons un point auquel nous sommes très très attachés, c'est que nous ne changeons pas l'accrochage. Ce musée a valeur de témoignage d'une époque, de témoignage d'un goût, du témoignage d'un artiste. Et cet artiste, c'est Gustave Moreau. Le peintre du 19e siècle s'est installé dans un appartement du 9e arrondissement de Paris avec ses parents. Il en a fait son atelier, si bien qu'aujourd'hui, beaucoup d'œuvres sont présentées inachevées. Nous avons quelques rares tableaux achevés, notamment au 3e étage, l'enlèvement d'Europe et puis Prométhée. Sinon, ce sont des œuvres préparatoires, en cours d'achèvement. On ne sait jamais très bien d'ailleurs qu'est-ce que c'était que l'achèvement pour lui. Et ça nous restitue, si vous voulez, quand même la question de l'atelier, des œuvres en devenir. Ça permet vraiment de rentrer dans le cerveau de l'artiste. Dessins préparatoires, photographies, mais aussi tubes de peinture et pinceaux, tout est conservé entre les murs du musée et parfois même à l'intérieur des murs. Et au rez-de-chaussée, on trouve ces grands panneaux qui sont des grands panneaux, soit de dessins, soit de toiles peintes, qui sont collés en plein sur des panneaux pivotants et que l'on peut feuilleter comme des livres. Donc ça, c'est une chose tout à fait extraordinaire, unique, je pense, en matière de muséographie, et qui explique que dans un espace aussi restreint que le musée Gustave Moreau, nous conservons tout de même 25 000 œuvres dans ce petit musée. Du sol au plafond, Gustave Moreau va jusqu'à muséographier les pièces de vie du premier étage. C'est ce qu'il appellera le petit musée sentimental. Chaque pièce va être un lieu de mémoire. Par exemple, cette chambre, où il va d'ailleurs décéder en 1898, est un lieu de mémoire dédié à sa famille, à son père qui était architecte, élève de Percier, à sa mère, à sa sœur également, Camille, qui est décédée assez jeune. Et chaque pièce comme ça a vocation
à être un lieu de mémoire à sa propre existence ou aux gens qu'il a aimés. On a par exemple derrière nous le boudoir qui est dédié à son amie Alexandrine Dureux, qui était sans doute sa dame de cœur, alors que le couloir est dédié davantage à ses amis. Les 2 derniers étages, eux, sont consacrés à l'atelier de l'artiste, longtemps resté secret, même auprès de ses apprentis. C'est désormais l'endroit où l'on voit les tableaux les plus célèbres, dont l'Apparition. Moreau se veut peintre d'histoire, fait référence effectivement à un épisode biblique, mais qu'il va inventer la scène. C'est lui qui va inventer la scène du chef de Saint-Jean-Baptiste qui apparaît à Salomé comme la figure du remords. Donc on a toujours chez Moreau une référence à la peinture d'histoire et en même temps une transgression. Mais on peut quand même décrypter comment il va faire cet assemblage. Lui-même, il va se définir comme ouvrier assembleur de rêves. Et c'est cette espèce de collage, si vous voulez, qu'il va faire à chaque fois dans son œuvre et qu'on voit très bien à l'œuvre ici, vous voyez, avec ces différents éléments qui sont ensuite rassemblés dans un puzzle. Puzzle que l'on cherche à déchiffrer, mais qui garde toujours une part de mystère. D'autant plus lorsque l'œuvre est inachevée, comme cet impressionnant tableau des chimères qu'il a arrêté, bouleversé suite au décès de sa mère. Et on a une gradation entre la partie basse, qui est la partie de ces femmes et des péchés capitaux, jusqu'à cette montée qu'on voit là-haut, avec cette petite croix, cette élévation. Moreau va expliquer vouloir faire œuvre philosophique. Ce qui est vraiment très très intéressant, c'est que justement, on voit la technique de Gustave Moreau, qui est une technique entre dessin et couleur, si vous voulez. Il y avait au XIXe siècle ce fameux conflit entre le dessin et la couleur, Ingres, Delacroix, et Moreau est un artiste totalement à part. C'est un artiste qui n'a pas de précédent et qui n'a pas de suiveur, en quelque sorte. Ce dont il était bien conscient lorsqu'il a légué l'entièreté de son œuvre dans le but que l'on se rende compte de la somme de travail et d'effort de l'artiste pendant sa vie. C'est dans l'assiette que s'exprime la créativité de la chef pâtissière Jessica Yang. Si elle œuvre en cuisine, c'est aussi dans son atelier de céramique qu'elle sublime les plats. Je fais la pâtisserie un peu comme la cuisine. J'ai une recette, mais ça dépend vraiment des produits. Chaque fois, on utilise un produit différent. Il faut changer la recette pour avoir les textures parfaites, les cuissons parfaits. C'est toujours un challenge que j'adore. Disciple de Guy Savoie en section pâtisserie, la chef américano-taïwanaise Jessica Yang partage aujourd'hui aux côtés de son mari Robert Compagnon une cuisine du cœur. C'est après une carrière dans les restaurants branchés de New York que le couple cuisinier ouvre en 2017 le Rigmarole, une table parisienne à l'esprit familial qui obtient une étoile au Michelin en 2020 pour son art de la cuisine fusion. Ça touche les clients beaucoup de savoir qu'on a vraiment mis beaucoup d'amour dans la nourriture, dans la vaisselle, dans l'ambiance. Vous sentez vraiment quand vous venez ici que vous avez rentré chez nous. C'est notre maison et on essaie de garder cette ambiance chaleureuse, familiale. Une ambiance chaleureuse et délicate qui se distingue notamment par ses grillades au binchotan, une cuisine traditionnelle japonaise au charbon de bois, mais aussi par sa vaisselle maison confectionnée à l'étage par les soins de Jessica. Il faut sentir la terre. Je travaille avec du porcelaine, du grès et aussi du teint noir. J'essaie de vraiment exprimer le teint même, donc une esthétique très pure, simple. Un moment hors du temps, loin des fourneaux pour cette chef pâtissière, même si l'univers de la cuisine n'est jamais bien loin. Donc là, c'est les recettes de base. Et là, j'ai mis plus de cobalt ou moins de cobalt. Et tout est noté et tout est basé autour de l'expérience. La pâtisserie est beaucoup plus simple parce que si tu peux goûter, tu peux voir tout de suite si ça va être bon. Et à défaut de goûter ses préparations chimiques, la chef et céramiste n'hésite pas à lier ces deux univers.
En fait, on a fait un émail avec les cendres du charbon après un soir de service. Et donc, chaque assiette est assez différente et spéciale par rapport au charbon et les cendres. C'est très brut. Tu peux vraiment sentir la terre même. Un retour à l'essence naturelle des choses en parfaite cohérence avec la ligne du restaurant, comme le souligne Robert. C'est dans tout le restaurant, c'est essayer de trouver une sorte de lignée naturelle dans ce qu'on fait. Le charbon et surtout la cuisson sur charbon, c'est vraiment le produit préparé très simplement sur charbon, quelques petits assaisonnements qui vont avec, mais pour vraiment mettre en avant le produit. Et ça revient au même avec la céramique, c'est de voir la porcelaine, de la faire prendre forme, mais après de la laisser à l'état brut. Donc elle fait aussi beaucoup de porcelaine sans émail. Et la terre noire qui après, avec les émaux, ça le boit de manière différemment. Et donc c'est vraiment essayer de retrouver ce côté naturel de la chose. Poésie du plat à l'assiette, la chef américaine s'est régalée nos différents sens, notamment par ses desserts. Du classique moelleux au chocolat revisité sous forme de candy bar, aux fruits de saison juste passés au grill, Jessica accompagne toujours cette petite touche finale de glace maison au parfum subtil. Je fais toujours mon sirop ou mon glace à côté et puis je garde les purées ou les fruits froids. On mélange quand c'est froid, comme ça vous n'avez pas le goût des fruits cuits. Ça garde vraiment la fraîcheur du fruit même. Et nous sommes des Américains, les Américains adorent des glaces. C'est très très difficile de trouver des bonnes glaces à Paris. À tel point que la partie bar à vin du restaurant, le Folderol, fait aussi office de glacier pour un mélange des genres original. C'est assez génial d'avoir le choix pour les deux. Tu peux commencer avec un verre de vin et des charcuteries et puis terminer avec des glaces. On voulait faire pour qu'on puisse manger nous-mêmes et pourquoi pas pour les autres. Un esprit de partage que Jessica nous invite à déguster sans modération. Bonjour Jessica. Bonjour Katrina. Jessica, vous êtes née en Californie, vous avez fait des études d'histoire de l'art et vous avez choisi de venir en France faire une école de cuisine. Qu'est-ce qui vous a motivée? Quand je fais mes études en Californie, j'étais au tout début chimique ingénieur et je n'ai pas beaucoup aimé. Donc j'ai travaillé dans un restaurant en même temps et c'est là que j'ai vraiment tombé amoureux de la cuisine. Et mes parents ne sont pas très contents que j'ai caché mon degré. Et donc, je suis partie tout de suite pour étudier en France. Alors, vous êtes rentrée assez rapidement après Ferrandi chez Guy Savoy en pâtisserie. Est-ce que la pâtisserie, ça aussi, c'est un vrai choix? Oui, j'étais très attirée par la pâtisserie. Le fait que vous travaillez avec une recette, vous mettez dans le four et puis vous n'avez pas... c'est fait. Et en France, je trouve que si vous avez les techniques françaises pâtisserie, vous pouvez vraiment apprendre pâtisserie mondiale partout. Vous êtes ensuite partie aux États-Unis, dans pas mal de restaurants étoilés, vous et votre mari, que vous avez rencontré chez Guy Savoy aussi. Donc Guy Savoy vous a fait beaucoup de bien, visiblement. Et vous avez fait un vrai choix, encore une fois, de revenir en France. Pourquoi? J'ai appris beaucoup à New York, mais ce n'était pas des rythmes que j'aimais. C'est très speed. Tu ne peux pas vraiment avoir un restaurant familial là-bas. Il faut être ouvert, déjeuner, dîner 7 jours par 7. Ce n'était pas du tout le type de restaurant qu'on voulait faire. Et en France, vous avez des produits incroyables. C'est tellement facile de cuisiner bien. Il y a une particularité dans votre restaurant, c'est la cuisson au charbon de bois japonais. Comment s'est fait ce choix? On adore les cuisines sur charbon. C'est vraiment quelque chose de primordial. Je pense que ça attire tout le monde. Il y a des barbecues, des charbons dans toutes les cultures, dans tous les pays. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui touche tout le monde et ça nous revient de l'enfance. Et c'est avec des produits simples, on peut faire quelque chose de très très bon avec
Pas beaucoup de travail. Vous avez aussi créé un atelier de céramique qui est au-dessus du restaurant et vous fabriquez vous-même les assiettes dans lesquelles vont être servis vos plats. J'imagine qu'il y a un vrai choix de couleurs, mais aussi de formes. Comment se passe l'élaboration d'un nouveau plat? Est-ce que vous pensez déjà à son support? Ça doit être un ensemble de choses dans votre tête. Je pense plutôt de la forme que j'avais envie de faire. Et puis après, on choisit des nourritures pour aller avec. Bien sûr, il y a des fois, on fait des assiettes sur mon pot de pâtes ou des petites brochettes. Et je vais créer quelque chose autour de ça. Mais pour moi, les formes que j'aime énormément, c'est toujours les formes que je fais avec sur mon céramique dans ma tête. Et juste le moment. Et si je pense à la nourriture, c'est déjà trop de choses. Trop d'informations. Oui, c'est ça. Entre pâtisserie et céramique, ce sont vraiment des vases communicantes en termes de technique. Est-ce que vous trouvez qu'il y a des similitudes entre ces deux pratiques? Bien sûr, bien sûr. Particulièrement avec les émaux. Les émaux, je fais mes émaux moi-même. Et... Encore de la chimie. Hein. Oui, c'est ça. Oui, on fait avec des recettes. Et, vous pouvez sûrement voir après la cuisson. Et après, il faut ajuster comme un gâteau. C'est vraiment un moyen de communiquer avec des produits qu'on aime, des couleurs qu'on aime. C'est un ensemble de choses, en fait, pour le client. Oui, c'est une expérience beaucoup plus complète. Pour nous, ça devient quelque chose de très personnel de pouvoir partager avec les clients dans votre philosophie. Oui, oui. Merci beaucoup. De rien, merci à vous. Entre science-fiction et surréalisme, le directeur artistique Jeremy Scott nous invite à un voyage sur la planète mode de Moschino. Quand la mode devient absurde, insolente, qu'elle se moque de tout et qu'elle frôle le ridicule, c'est que Jeremy Scott n'est pas loin. À la tête de la maison italienne Moschino, le créateur américain est passé maître en l'art du vêtement humoristique et des défilés spectaculaires. À l'automne-hiver 2022, il nous emmène dans un environnement aussi familier que déconcertant, la fameuse chambre du film de Stanley Kubrick, 2001, l'Odyssée de l'espace. Il a reproduit presque à l'identique ses dalles lumineuses futuristes et ses commodes Louis XVI jusqu'à les faire prendre vie sur le podium. On y reconnaît tous les codes de l'habitat bourgeois sur des mannequins aux postures dramatiques qui rappellent les défilés spectacles des années 80. Le cérémonial de la mode a toujours inspiré le créateur qui, au fil des années, en a détourné tous les codes dans des mises en scène extravagantes qui questionnent la dimension statutaire du vêtement avec des références à l'histoire et à la culture populaire. Ici, il évoque l'intérieur d'un vieux manoir où le temps se serait arrêté avec ses fauteuils Chesterfield et ses horloges massives. Inspiré d'une ancienne collection de Franco Moschino, il décore des tailleurs de coutellerie et moule un bustier dans un plateau d'argent. On pense au banquet décadent de La Belle et la Bête où chandeliers et fauteuils prennent vie, ou à l'héroïne de La Mélodie du Bonheur, une gouvernante qui taille des robes dans des rideaux précieux. Sous ses airs de procession comique, la collection parle de statut social, des codes immémoriaux de la richesse mis à l'épreuve du temps qui passe. Élevé dans l'Amérique de la mondialisation, Jeremy Scott a toujours questionné les travers de l'argent et de la société de consommation. En 2002 déjà, il mettait son visage sur des billets de 100 $, imprimés sur une paire de baskets Adidas. Il a imaginé des collections inspirées des jeux de fortune, de la décadence de Versailles ou de la poupée Barbie. Pour le printemps-été 2022, il singeait les déjeuners très codifiés de la haute société new-yorkaise en habillant les femmes de tailleurs enfantins et de peluches.
Mais la force de Jeremy Scott est de toujours placer l'humour au-dessus de la critique. Si ses collections questionnent les travers de la société, elles le font avec bienveillance et défendent avant tout la mode en tant que remède à la gravité des choses. En cultivant l'ambiguïté entre célébration et reproche, où le vêtement se fait miroir de la vanité humaine autant que terrain d'expression de nos envies lunaires, il s'inscrit finalement peut-être comme l'un des plus fins observateurs de son époque. Philippe nous ouvre les portes de son atelier de restauration de flûtes traversières, découverte de son savoir-faire pour le plus grand plaisir des yeux et des oreilles. Et ça marche. Je suis Philippe Roland, luthier artisan d'art dans la flûte traversière depuis 1989. J'ai aimé au premier jour réparer des flûtes et je me suis parfois demandé si je pouvais être autant en admiration sur le flûte avec le temps. Et en fait, ça ne change pas. J'ai toujours autant de plaisir à réparer une flûte et une fois faite, de la prendre, de la jouer et de pouvoir réaliser un travail dessus. J'aime toujours ça en fait, ça ne s'arrête pas. Entre Philippe Roland et la flûte traversière, c'est une longue histoire de passion et de savoir-faire musical qui dure depuis 30 ans. Du piccolo à la flûte contrebasse, une grande variété de tailles d'instruments passe entre ses mains expertes qui, délicatement, remontent, rebouchent et réajustent cette petite mécanique mélodieuse et exigeante. En l'utilisant, évidemment, on appuie sur la clé, donc on déforme légèrement le tampon. Un tampon demande un réglage très fin, très particulier. Après, le mécanisme, comme tout mécanisme, ça demande de l'huile et une certaine action, donc ça se nettoie, ça se rehuile. Et les clés prenant du jeu, on peut aussi être amené à enlever le jeu dans les clés. Ouais. Ça demande beaucoup de délicatesse, dans la mécanique, très précise. Les ressorts sont faits en or blanc. C'est une matière qu'on utilise assez épaisse, qui donne un répondant à chacune des clés appréciées par les flûtistes. Or blanc, or gravé 24 carats, mais aussi argent, platine ou encore bois. À travers l'art de la flûte traversière, Philippe manipule de nombreuses matières d'exception, dont chaque essence est une affaire de goût et de doigté. Voici des embouchures en bois, en différentes qualités de bois. Donc ça va de la grenadille au bois d'olive, rosewood. Il n'y a rien qui est mieux que quelque chose d'autre, c'est juste mieux pour le flûtiste. Quand il essaye, il préfère la qualité du son que cette qualité de bois ou cette qualité de métal peut lui apporter. On dit souvent que ça fait un petit peu le magasin d'Harry Potter qui va trouver sa baguette et aller chercher sa baguette magique. Et grâce au savoir-faire du sorcier Philippe, chaque flûtiste repart de son atelier avec entre les doigts des réglages sur mesure. En général, un fabricant de flûte a besoin de tampons pour pouvoir proposer une flûte. Je fabrique un tampon, évidemment pour la flûte, mais principalement pour le flûtiste, par rapport à ses attentes et ses demandes. Donc c'est la grande différence. Donc c'est fabriqué à l'unité pour le flûtiste et en fonction de la flûte et de chacune des clés sur la flûte. Il m'arrive même de pouvoir prendre des photos de leurs mains en fonction de leur position sur les clés. Pour pouvoir affiner un réglage qui serait différent si on met les mains plutôt en avant, plutôt sur les côtés. Chaque doigt a une position personnelle et de prendre en photo ou juste de regarder la manière dont la flûte est jouée permet de pouvoir changer les réglages en fonction des mains du flûtiste sur ses propres clés. Plus qu'une dernière touche de crème spéciale d'avivage pour faire briller ces véritables bijoux d'orchestre sans abîmer la matière et l'artiste sera ravi. C'est très doux, contrairement aux machines. Les machines à polir font briller aussi, sont faites pour. Ça enlève beaucoup de matière. Là en fait ça se met à briller. On n'a quasiment rien enlevé en fait.
J'aime le partage avec les flûtistes et leur apporter tout ce que je peux leur apporter. Je suis toujours à la recherche d'une nouvelle idée, une nouvelle technique. C'est-à-dire qu'au plus j'en sais, au mieux ça sera dans le domaine de la flûte. Métier de passion, de recherche et d'exigence entre les mains de Philippe Roland, l'art de la lutherie est tout aussi haut de gamme que son outil de travail. Version française est déjà terminée, mais on se retrouve très vite pour toujours plus de découvertes. Bye!